Nathanaël Goldman, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir. Alors Nathanaël, je vais te présenter un petit peu rapidement. Tu es pédiatre, tu es belge, vous avez tous les deux belges, et tu as décidé, il y a déjà longtemps, de t'exiler pour exercer ta pédiatrie en Chine. Donc en ce moment, tu es à Shanghai depuis quelques années. Ce soir, on ne peut pas faire autrement que d'aborder bien sûr le sujet de ce coronavirus qui, contrairement à ce qu'on pourrait supposer, ne touche pas que les buveurs de Corona. Rire, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Je l'ai préparé, merci, merci. Mais il a bien l'air de menacer l'humanité tout entière. Alors explique-nous d'abord c'est quoi ce virus, ce coronavirus, et puis est-ce qu'on doit avoir peur? Est-ce que le monde doit avoir peur? Alors, d'abord, ce que c'est ce virus, c'est que c'est un virus en fait qui est tout nouveau apparemment. Bon, c'est la famille des coronavirus, et donc c'est un virus il y a des coronavirus qu'on retrouve chez l'homme. Alors peut-être juste un petit retour sur ce que c'est un virus. Un virus, c'est une toute petite particule qui contient du matériel génétique et qui a besoin d'une cellule pour pouvoir se multiplier. Et souvent, quand il se multiplie, donc il doit entrer dans la cellule et puis il se multiplie et en sortant de la cellule meurt au passage. Et donc quand on a par exemple un rhume, quand on a un herpès, quand on a HIV par exemple, tout ça sont des maladies virales. La grippe aussi c'est une maladie virale et sont des maladies qu'on connaît bien. Alors, et qui sont humaines. Alors il faut savoir que le coronavirus, c'est un virus qui, je viens de dire, il y en a qu'on trouve chez l'homme, mais il y en a qui, comme celui-ci et comme celui récemment, les deux récemment, dont on a entendu parler récemment, qui s'appelle le SARS, ou le SRAS en français, et le coronavirus qui est apparu au niveau du Moyen-Orient, eh bien, sont des nouveaux virus qui sont récemment apparus depuis le monde animal et donc qui ont fait le saut du monde animal vers l'être humain. Alors, dans le cas du coronavirus qui est apparu ici en Chine, ça s'est passé de manière tout à fait récente. Ça s'est passé même tellement récemment qu'on estime que ce virus a fait le saut vers l'être humain dans le mois d'octobre-novembre 2019. Donc c'est vraiment tout récent, on est en janvier 2020. Et on a commencé à en entendre parler à la fin du mois de décembre 2019. Alors, il faut savoir que donc, les virus sont des petites machines génétiques, hein, donc, comme je disais, qui ont besoin d'une cellule hôte pour se reproduire, pour se multiplier, et qui sont très spécifiques à une espèce d'habitude. D'habitude, c'est pas facile pour un virus de passer d'une cellule, je sais pas moi, de reptile ou de poisson ou de cochon à une cellule humaine. Alors plus les espèces sont éloignées de l'homme, d'un point de vue génétique, plus il est difficile au virus de passer d'une espèce à l'autre. Alors il faut savoir qu'en Chine, on a une situation très particulière et très propice en fait au passage d'un virus à l'espèce humaine. Pourquoi? Eh bien, pour deux raisons essentiellement. C'est qu'on a d'abord une population extrêmement dense. Hein. Vous savez qu'il y a 1 milliard 300-400 millions d'habitants ici en Chine. Mais c'est un territoire immense aussi. Le problème, c'est que les gens sont essentiellement et de plus en plus regroupés dans les villes et dans des situations vraiment où il y a des gens partout. Hein. Il faut bien voir, c'est quand même impressionnant. Sauf ces jours-ci, ça a un peu changé, mais bon, je vais en parler plus tard. Et donc, tout ça pour dire, donc ça, c'est une situation d'une grande densité de population. La deuxième situation très particulière à la Chine, c'est qu'on a des marchés d'animaux qui sont très, très, comment dire, vivants, exotiques. Ah, d'accord, parce que je pensais qu'ils étaient vivants. Vraiment de toutes les viandes, de tous les types, de tous les types d'animaux qui sont normalement pas en contact dans la nature. Alors en l'occurrence, le coronavirus, on pense que c'est comme le SARS d'ailleurs,
C'est un virus qui est issu d'une chauve-souris au départ et qui a probablement sauté de la chauve-souris à un autre animal qui se trouvait probablement dans le marché où ça a commencé à Wuhan, donc dans le centre de la Chine, et qui a alors ensuite sauté vers un être humain ou plusieurs êtres humains. Et ça s'est fait il y a quelques, je vous dis, il y a probablement 2 mois ou pas plus que ça. Et ça, on le sait parce qu'on peut voir que le virus n'a pas beaucoup changé en fait depuis parmi toutes les souches de virus qu'on a déjà pu rassembler, les ARN de virus qu'on a déjà pu rassembler. Bref, tout ça pour vous dire que ces deux conditions qu'on a en Chine sont très très favorables à la fabrication de nouveaux virus et à leur multiplication dans la population. Je voudrais te demander, Nathanaël, excuse-moi de t'interrompre, on parle d'un coronavirus. Je t'entends très mal, Michael. Ah, mais montre-moi mon micro, monsieur de la technique. Je vais te poser une question. On parle, oh, tu es beau de près, d'un coronavirus qui est un virus classiquement des rhumes. Et donc une question extrêmement simple. Pourquoi ce virus fait-il tellement peur? En quoi il peut être tellement dangereux alors qu'en réalité, et tu es l'un des premiers à le dire aussi sur les réseaux sociaux, ben, monsieur, madame, ce n'est qu'un rhume. Alors oui, effectivement, mais c'est un petit peu ça le problème. Un rhume, bien tout le monde sait bien qu'un rhume, ça passe en quelques jours, 15 jours pour les enfants, pour nous c'est un petit peu moins. Mais le problème d'un virus comme celui-là, c'est que si on a un rhume qui aboutit chez même un faible pourcentage, là on est... on n'est pas très sûr en fait des pourcentages, mais qui aboutit dans un pourcentage non négligeable à ce qu'une certaine frange de la population, notamment ici on a l'impression que ce sont les personnes plus âgées déjà compromises par des maladies chroniques, si ce virus en fait amène aux soins intensifs un pourcentage non négligeable de ceux qui s'infectent et qui se transmet comme un rhume, aussi facilement qu'un rhume, eh bien, alors on est dans une situation problématique, bien entendu. Et donc, c'est un petit peu ça, quand même, dont on a l'impression ici, dans la mesure où, bien entendu, on est, comment dire, cette situation a commencé il y a 1 mois, et on est déjà dans une situation où la province du Hubei est pratiquement fermée. Donc Wuhan a été fermée déjà depuis plusieurs jours, et puis c'est passé à plusieurs villes dans le Hubei, donc, qui est la province dans laquelle se trouve Wuhan, qui est la capitale de la province ici en Chine. Et donc on a l'impression que le gouvernement est très très inquiet par rapport à la progression de la maladie sur 1 mois et demi, quoi. Pourquoi le gouvernement et ça, c'est quand même un signe que les choses se passent pas tout à fait comme on voudrait qu'elles se passent, et qu'elles sont quand même assez rapides, parce que les conséquences économiques d'une ville qui est fermée et de plusieurs villes qui sont fermées, je vais en parler tout à l'heure, sont quand même très importantes, surtout dans une situation où d'un point de vue économique, la Chine est un petit peu en ralentissement ces derniers mois. Pourquoi tu penses, Nathanaël, qu'ils ont pris cette décision de fermer une zone géographique extrêmement importante avec toutes les conséquences économiques que tu as évoquées? Qu'est-ce qui fait qu'il y a plus à craindre que la fameuse grippe saisonnière, par exemple? Alors, ce qui se passe, c'est qu'on n'est pas très sûr on n'est pas très sûr d'abord de la manière dont ça se transmet. C'est-à-dire qu'on n'est pas très sûr, par exemple, si les gens qui sont asymptomatiques, on commence à découvrir en fait que les gens qui sont asymptomatiques peuvent déjà transmettre le virus. Alors, ça veut dire que les mesures qu'on a prises jusqu'à présent de prise de température sur le front, vous savez, vous avez vu ça aux informations, eh bien, sont des mesures qui sont probablement largement inefficaces, puisque on passe à côté des gens qui peuvent tout de même transmettre le virus. Il y a une étude récente qui vient de sortir qui montrait sur 15 personnes
dont on a prouvé qu'ils étaient infectés par le virus, eh bien, il y en avait 7 qui étaient asymptomatiques, qui n'avaient pas de fièvre. Asymptomatique. Et donc la fièvre n'est pas une bonne façon de vérifier si les gens peuvent transmettre le virus ou être infectés ou non. Et donc ça, c'est une chose. La deuxième chose, c'est à quel moment les gens qui sont infectés vont-ils transmettre le mieux le virus. Dans le cas du SARS, par exemple, du SRAS, c'était assez tard dans la maladie et déjà quand il y avait des symptômes. Et donc c'est une situation différente avec un potentiel de transmission qui est différent également. Mais quand tu dis, pardon Nathanaël, asymptomatique, ça veut dire qu'ils n'ont juste pas de fièvre ou est-ce qu'ils vont avoir d'autres symptômes sans fièvre ou parce que tu parlais tout à l'heure de la température, mais est-ce qu'il y aura d'autres symptômes ou aucun symptôme et ils sont quand même contagieux? Alors ça c'est pas très clair, mais asymptomatique, ça veut dire oui effectivement qu'il n'a pas de symptômes. Mais il est tout à fait possible, il faut s'imaginer que, vous savez, parfois quand on a un rhume, eh bien on a un petit nez qui coule, mais pour les gens c'est pas forcément un symptôme. En plus il fait froid, dès qu'il fait froid, je sais pas vous, mais moi j'ai le nez qui coule. Et donc ça peut être tout à fait très fruste comme signe qu'il existe une infection. Et en particulier chez les jeunes, puisque ça a l'air d'être surtout les personnes plus âgées qui souffrent d'une maladie plus sévère. D'accord. Et donc dans ce cas-là, bien entendu, on aura des gens qui vont transmettre la maladie sans même le savoir, parce qu'ils n'ont pas beaucoup de symptômes. Alors, probablement que c'est un continuum, ça veut dire qu'on a des gens qui ne sont pas du tout symptomatiques parce qu'ils viennent d'être malades, puis il y a des gens qui vont faire des maladies très frustes, très peu développées, et puis il y a des gens qui vont faire des maladies très sévères. D'accord. Et dis-moi, tout à l'heure tu nous disais effectivement que le gouvernement montrait son inquiétude, donc ce qui est quand même et pour l'économie et pour le monde assez inquiétant. Et la meilleure preuve, c'est qu'ils se sont mis à construire comme ça des 2 hôpitaux immenses qui devraient être prêts en quelques jours, quoi. Ils vont mettre sur pied des hôpitaux immenses avec je ne sais plus combien de milliers de lits de capacité d'accueil en quelques jours. Ça, c'est pour ça que je te disais tout à l'heure, est-ce que le monde doit avoir peur? Parce que ça, pour le coup, là où on aurait tendance à penser qu'ils vont plutôt cacher ça, qu'ils vont essayer de mesurer les réactions, non. Eux se mettent tout en branle, ferment des villes entières et construisent des hôpitaux. Donc est-ce que... ça augure rien de bon. C'est arrivé jusqu'ici. Ici, il y a dans ces derniers jours plusieurs personnes qui ont été hospitalisées parce que revenant de Chine et parce que présentant donc les symptômes. Oui, alors je pense que ça c'est à mettre dans le contexte chinois, hein. Tu as raison, je pense que c'est ce genre d'information, moi, qui m'inquiète un petit peu parce que, sans toutefois céder à la panique, il faut bien dire que l'information ici en Chine est extrêmement contrôlée. C'est-à-dire que on ne va pas interroger quelqu'un dans une université ou faire des interviews dans la rue sans que tout ça ait été bien préparé et que ça se met dans un cadre dont on sait que l'information va pouvoir être contrôlée. Alors, dans la mesure où on sait la manière dont l'information est contrôlée ici et que on a tout de même toutes ces choses qui se mettent en place et qui font un hôpital de 1000 lits puis un deuxième hôpital de 1300 lits, sont quand même des choses dans une ville qui doivent être construites très rapidement, sont quand même des choses effectivement qui doivent nous mettre un peu la puce à l'oreille. Ah oui. Et je pense que tout ça ensemble, ce sont quand même des signes qui doivent nous inquiéter. Maintenant, l'autre partie de ça, c'est que, comme je le disais, l'information est extrêmement contrôlée et je pense qu'on peut se poser des questions sur les chiffres que l'on reçoit également. C'est-à-dire que d'abord, eh bien, les malades qui sont confirmés sont les malades dont on a pu vérifier qu'ils étaient effectivement positifs pour le coronavirus en question parce qu'on a vérifié ça avec un test de laboratoire, mais on ne nous dit pas combien de gens sont peut-être malades et parfois peut-être gravement malades, mais qui n'ont pas encore été testés
même si on suspecte que les médecins qui sont en face de ces malades suspectent qu'ils sont infectés par ce virus. Et donc les chiffres à ce stade-ci, dans ce contexte-ci, doivent quand même être pris avec quand même des pincettes, comme on dit. Ouais. Mais du coup, tu nous inquiètes encore plus. Pardon ? Du coup, tu nous inquiètes encore plus parce que tu dis que les chiffres sont certainement beaucoup plus importants que ceux qu'on connaît déjà. Écoute, je t'avoue que je ne sais pas si c'est le cas, mais c'est une série, vu les mesures qui sont prises, vu la manière dont on sait que l'information circule et que vraiment les choses ont tendance à être très contrôlées, eh bien, je pense qu'il faut en tout cas se poser la question de cette possibilité. Et moi, c'est cet aspect-là qui me met la puce à l'oreille et quand même qui inquiète pas mal de gens ici aussi. Il faut quand même se dire que maintenant, ici en rue, et moi j'ai jamais vu ça. Vous me suivez toujours, vous m'entendez? Alors on t'entend, mais l'image s'est figée, mais on t'entend. Il faudrait peut-être que je fasse attention à ce que je raconte. C'est ça. Alors, donc ce que je disais, c'est qu'on se promène, les rues sont vraiment déjà au Nouvel An, parce que c'est une période très spéciale. Je disais que c'est le Nouvel An et je suis pas à Shanghai pour l'instant, je suis dans ma belle famille à Jiujiang, qui est à environ à 4 heures de route d'ailleurs de Wuhan. Et tu as pris le risque donc de te déplacer malgré tout. Oui, parce qu'en plus c'était une période très particulière, c'est une année très particulière parce que c'est les 90 ans de mon beau-père et donc toute la famille s'est déplacée ici et ça fait longtemps que c'est prévu, etc. Donc on n'a pas changé ça. Et puis c'est en quelques jours aussi que les choses se sont mises, ont changé quoi, du point de vue des villes qui ont été qu'on a fermé, etc. Par exemple, moi, demain, je dois repartir à Shanghai. J'ai voulu acheter un ticket de bus pour arriver jusqu'à l'aéroport qui se trouve à 130 km d'ici. La gare des bus est fermée, il n'y a plus de bus. Et donc, comment tu vas faire pour rentrer? On a des voitures, hein, donc il y a quelqu'un de la famille qui va me conduire. Mais c'est juste pour dire qu'en quelques jours, ça évolue très très vite. Nathanaël, tout à l'heure, j'ai fait un parallèle avec la grippe. Et je vais en refaire un. Quand on vient en consultation chez le médecin généraliste ou chez le pédiatre avec des syndromes de grippe, bon, on dit écoutez, c'est pas très grave, hein, virus comme on dit ici en Israël, prenez du paracétamol, prenez de l'ibuprofène, mouchez-vous et allez vous coucher, ça passera d'ici quelques jours. Est-ce qu'il y a des consignes particulières, alors en consultation chez toi en Chine ou probablement bientôt chez nous, que ce soit en Israël ou en France, lorsque des patients viendront nous voir en disant « je suis un petit peu grippé, enrhumé, il y a des cas de coronavirus, qu'est-ce qu'il faut que je fasse ?» Alors pour l'instant, du point de vue médical, il n'y a pas de traitement que l'on sache pour cette maladie. C'est donc un virus et donc si on veut parler en termes de traitement médical ou en tout cas médicamenteux, eh bien on ne peut pas donner d'antibiotiques, bien entendu, puisqu'il s'agit d'un virus. Il n'y a pas d'antiviraux, pour l'instant, reconnus comme étant efficaces dans cette situation-là également. On est en train de tester des médicaments, notamment des antiviraux qu'on utilise dans HIV, mais il n'y a pas de médicament qui est pour l'instant recommandé quand on a cette maladie. Et effectivement, à ma connaissance, jusqu'à présent, on parle de plutôt, vous prenez du paracétamol et ça ira mieux dans quelques jours, et si ça va moins bien, vous revenez. C'est plutôt ça pour l'instant. En tout cas, à ma connaissance, c'est ça. Est-ce que tu penses qu'on va arriver, ou alors l'épidémie va s'éteindre? Je sais que ma question peut paraître un peu superflue, mais est-ce qu'on va arriver à un vaccin contre ce type de virus, ou pas, encore une fois, comme le vaccin pour la grippe? Alors, il y a plusieurs personnes il y a plusieurs groupes, je pense qu'il y a 2 groupes, en tout cas, il y a un groupe en Chine qui est en train de travailler sur un vaccin, mais quand on parle de vaccin, on est en train de parler de vaccin qui est à des mois d'ici, donc ça va pas se faire tout de suite, un vaccin. Et donc, on est en train de travailler dessus. Il y a déjà des gens qui sont en train de travailler dessus, mais pour l'instant, il n'y a pas de vaccin qui existe vraiment
contre cette maladie. Alors, je voulais juste revenir encore sur une seconde sur le SARS, c'est à propos des masques en fait. Ah oui, très bien. Parce qu'on disait que les masques n'étaient pas utiles, et effectivement, il y a en grosso modo 2 types de masques. Il y a un type de masque qu'on appelle les masques chirurgicaux, le masque chirurgical qui est le masque vert qui est un petit peu ballant comme ça, qui ne colle pas bien au visage, et qui est un masque qu'on utilise essentiellement soit en chirurgie, soit quand on est malade soi-même et qu'on veut protéger les autres. Et alors, ce masque-là, il n'est pas du tout efficace pour se protéger des autres. C'est-à-dire que quand quelqu'un d'autre est malade et qu'on met ce masque-là, à moins d'avoir de se protéger contre qu'il y ait un gros postillon qui nous arrive dans la figure, et que le masque peut nous protéger dans ces cas-là, mais ne nous protège pas contre les plus petites particules. Donc les masques chirurgicaux, ça marche pas bien pour se protéger. Par contre, pour se protéger, il y a d'autres masques qu'on appelle les masques de standard N95 ou 99, qui eux collent beaucoup mieux au visage, sont ces masques blancs souvent qu'on voit, et qui eux sont plus efficaces pour se protéger. Maintenant, on pense qu'il faut probablement se protéger les yeux également pour être vraiment efficace. Et les mains, parce que évidemment les particules infectieuses peuvent arriver sur les vêtements, sur les objets, et rester actives pendant ce moment-là. Le résultat, c'est que maintenant, ici, tout le monde porte des masques à la fois pour se protéger et pour protéger les autres. Ça devient une espèce d'étiquette que les gens ont pris l'habitude d'utiliser assez rapidement dans les circonstances qu'on vit actuellement. Voilà, donc c'était juste un petit mot sur les masques. Donc il y a un business ici à lancer. Non seulement il y a un business, mais alors je veux juste revenir sur un truc, parce que j'avais lu quelque chose il y a quelques temps, je pense c'était même il y a quelques années, il y avait eu comme ça une épidémie en Chine, enfin je ne sais plus, et dans la culture chinoise, asiatique, je sais qu'ils crachent, les gens crachent beaucoup dans la rue comme ça. Enfin, je ne sais pas si c'est peut-être en Chine, mais j'avais lu ça, et j'avais lu aussi que, parce qu'il y avait une épidémie d'un certain virus, etc., ils avaient interdit, c'est-à-dire que les gens sont ultra disciplinés, ils avaient interdit aux gens de cracher, et du jour au lendemain, plus personne ne crachait dans la rue. Enfin, je ne sais pas si c'est à Shanghai, si c'est en Chine, peut-être que je me trompe de pays. Jérusalem-Est, il y a des gens qui crachent beaucoup aussi. Mais... Il me semblait. Tu connais ça ou pas du tout, ou je me trompe complètement? Non, c'est tout à fait vrai, c'est tout à fait vrai. Il y a une grande discipline dès que des informations sont transmises et qu'on dit qu'il faut arrêter de cracher. Maintenant, il y a une grande disparité entre les villes, et effectivement, Shanghai, vous n'avez pas beaucoup de gens qui vont cracher par terre, mais il y en a tout de même. C'est quand même quelque chose qu'on entend si on se promène. Oui. Il y en a tout de même. Et donc on court plus vite à ce moment-là. Surtout que c'est infectieux pour l'instant. Mais c'est vrai qu'on a vu une différence, par exemple à Pékin, quand il y a eu les Jeux Olympiques, ça a été une grande campagne pour dire aux gens d'arrêter de cracher. Apparemment, c'était le cas en Europe dans les années 50 aussi, jusqu'à ce que, à force de taper sur le clou, les gens arrêtent de cracher. Mais les gens crachaient beaucoup, apparemment en Europe aussi, jusqu'il n'y a pas très très longtemps. Mais effectivement, quand il y a des informations qui passent comme ça et qu'on dit aux gens comment il faut faire, eh bien, ça évolue extrêmement rapidement. Ouais. Bon, très bien. Écoute, en tout cas, alors, tu veux nous dire 2 petits mots de ta chaîne avant qu'on se quitte? Et puis tu reviendras pour nous en parler plus longuement. Oui, je vais vous dire 2 petits mots. En fait, donc, j'ai décidé de faire cette chaîne YouTube que j'ai commencé il n'y a pas du tout longtemps d'ailleurs, parce que j'en avais un petit peu assez de répéter toujours les mêmes choses en salle de consultation, et d'avoir l'impression qu'en fait des choses parfois assez simples et importantes en fait n'étaient pas connues par les gens. Et donc, je pensais qu'il était nécessaire malgré effectivement on trouve toutes ces informations sur Internet, mais moi j'avais envie de venir un petit peu avec les informations telles que je pensais devoir les transmettre comme je les transmets à mes patients, d'une manière sans jargon, et puis surtout aussi avec ce qu'on a de science, ce qu'on sait de la science sur une maladie particulière.
parce que je pense que tu vois ça aussi, Michael, dans ta consultation, c'est que eh bien, d'abord, les patients, les gens ont des idées sur les traitements, mais parfois les médecins ont des idées sur les traitements, et c'est souvent très difficile, en fait, même pour un médecin, de savoir quels sont les médicaments et les interventions, les traitements qui fonctionnent. Alors, moi, j'ai été assez... parfois, vraiment, il y a par exemple des choses très très simples sur lesquelles moi, j'ai l'impression de devoir me battre tous les jours. C'est d'expliquer aux patients, par exemple, que les médicaments contre la toux, contre le rhume, les mucolytiques, les antihistaminiques, eh bien, quand on a un rhume, ça ne fonctionne pas. Et que quand on a un médicament qui ne fonctionne pas et qu'on doit et qu'on les administre comme ça tous les mois parce que les enfants ont des rhumes tous les mois, eh bien on se trouve dans une situation où on expose les enfants à des effets secondaires qui peuvent parfois être importants. Alors on ne sait pas sur qui ça va tomber, évidemment. Donc c'était ça le point de départ de ta chaîne? Alors voilà, le point particulier de ma chaîne, c'est que j'essaie toujours, quand je dis qu'un traitement fonctionne et qu'il ne fonctionne pas, de me baser sur ce qu'on appelle des revues systématiques de la littérature, c'est-à-dire pas un seul article qui dit oui, ça fonctionne ou ça ne fonctionne pas, mais une série d'articles qui en fait reprennent tout ce qu'on sait sur un sujet et qui font une synthèse qui permet de décider si ce qu'on sait sur le sujet est de la bonne littérature et si par ailleurs la littérature qu'on a nous permet de décider si oui ou non ça fonctionne. Et on est surpris de voir qu'en fait, eh bien souvent, la qualité de l'information qu'on a en sciences médicales, elle n'est pas très bonne, et que par conséquent, eh bien souvent, on ne sait pas très bien si les choses fonctionnent. En tout cas, en pédiatrie de ville, là où je travaille essentiellement, c'est souvent cette situation. Et je pense que c'est quelque chose que les patients ont le droit de savoir, parce qu'ils peuvent alors décider de dire, ben voilà, on parle de ce traitement, mais si je ne prends pas de traitement, ça sera la même chose. Moi, je guérirai pas moins vite si je ne prends pas ce traitement-là, et je guérirai pas plus vite si je prends pas si je prends un autre traitement, par exemple. En tout cas, ce que je voudrais dire, excuse-moi de t'interrompre, Nathanaël, c'est extrêmement ludique. Je ne sais pas si vous avez l'occasion d'aller voir sa chaîne. Il y a déjà énormément, je parle plus fort, hein, Nathanaël, je sais que la distance fait que, il y a énormément de rubriques, énormément d'informations. On y apprend plein de choses et surtout, alors lui il a parlé de la qualité, mais c'est très drôle. Ouais. On apprend en s'amusant et ça, vraiment, je conseille vraiment tous les parents et puis même les grands-parents et puis tous ceux qui s'intéressent à aller voir ta chaîne. Je pense qu'il suffit d'aller sur YouTube et d'écrire Nathanaël Goldman et on tombe sur tes vidéos. Et c'est, voilà, on passe d'abord un bon moment, on apprend des choses, qu'on soit pédiatre ou pas d'ailleurs, hein, on apprend des choses et c'est très sympathique. On en reparlera certainement avec ton accord. Avec plaisir. Juste avant de quitter et de laisser Nathanaël, parce que chez lui, on a dérangé en plein milieu de la nuit et je t'en remercie. Une petite anecdote, je me suis souvenu pendant que Nathanaël parlait, il y a une vingtaine d'années, lui et moi, on a fait quelque chose pour la première fois ensemble. C'était pendant une garde, on a attrapé la coqueluche ensemble. Voilà. Je ne sais pas si tu t'en souviens, Nathanaël. La coqueluche. On a attrapé la coqueluche. Ça existe une vingtaine encore, d'années. la coqueluche. Ça te parle? Mais écoute, j'allais t'en parler, puis après ça m'est sorti de la tête, mais au tout début j'ai dit, oui, on a cette coqueluche en commun, on explore des coqueluches en fait. C'était notre toute première fois. Vous êtes frères de coqueluche, vous êtes belges Nathanaël, tous les deux. Comment est-ce qu'on dit merci beaucoup en chinois? Je répéterai pas, mais vas-y, dis-moi. Cessier. Ah, cessier. Cessier. Alors Nathanaël. Cessier beaucoup. Todaraba, comme on dit chez nous. Termine ton café, on va se retrouver très bientôt, je répète, chaîne YouTube, Nathanaël Goldman. Et puis s'il y a des informations importantes à nous communiquer de Chine, principalement pour ce virus, eh bien on se fera un plaisir et un honneur de te recontacter. Comme vous voulez. Et puis bonne année chinoise. Bon nouvel an chinois. Bon nouvel an chinois.
Et puis on se retrouve très vite pour parler de ta chaîne uniquement, avec peut-être voilà, des bonnes nouvelles pour ce virus, on l'espère tous. Merci beaucoup Nathanaël. On espère. Merci, bonne nuit. C'est Au ce qui est. revoir. Merci. Au revoir. Au revoir. Ciao.